Donc, passons à l'exercice 17. Donc, c'est un exercice qui est à 90%, 95% de la cinématique, juste jusqu'à la dernière question. Donc, on va le traiter. Alors, on a une voiture qui assimile un point matériel, qui se déplace sur une trajectoire circulaire, horizontale, de rayon R égale à 50 cm. Et on a à l'instant t égale à 0, la voiture se trouve au point A. Ces coordonnées ces équations paramétriques en coordonnées polaires sont données par r de t égale à r et θ de t égale à pi sur 100 fois t au carré, r étant mesuré en mètres et θ en radians. Très bien, commençons. Donc, 1. Alors, 1. Déterminer les composants du vecteur vitesse en coordonnées polaires, VR et Vθ. Donc, 1. VR étant égal à la dérivée de R par rapport à t, et Vθ est égal à R dθ sur dt. Donc, ça devient, c'est clair que VR étant égal à 0, puisque R de t, donc je rappelle que R de t est égal à R, et θ de t égale pi sur 100 fois t au carré. Voilà. Et donc, Vθ est égal à R fois dθ sur dt. Donc, pi sur 50 fois t. Très bien. Donc, si je veux appliquer, donc R est égal à 50 mètres. Donc, c'est égal à pi fois t. Voilà. Donc, Vθ est égal à pi fois t. Donc, les deux composantes, VR est égal à 0, Vθ est égal à pi fois t. Très bien. Deuxièmement, ou B, pardon, toujours A. Donc, ça, c'est A. On est en sous-question B. Représenter sur la trajectoire le vecteur vitesse aux instants t égale à 5 secondes et 10 secondes à l'échelle. 1 cm correspond à 10 mètres et 1 cm pour la vitesse est égal à 2 pi mètres par seconde au carré. Alors très bien, donc première des choses, il faut repérer le mobile aux instants. Donc à t égale à premier instant qui est demandé 5 secondes. T égale à 5 secondes, donc R de t c'est égal à R, θ de t égale à pi sur 100 fois 25, ce qui correspond à 25 sur 100, donc soit pi sur 4. Okay. Donc θ de t égale à pi sur 4. Première chose à faire. Et VR étant égal à 0, Vθ égale à 5 pi. Voilà, pi fois t, donc 5 pi. Donc à peu près aux alentours de 15, à peu près 15 mètres par seconde au carré. Vous le calculez plus exact, 15 ou 16 mètres par, 16 mètres par seconde. Peu importe, l'essentiel, on peut l'avoir puisque l'échelle elle est en 2 pi. Très bien. Donc ici, pour la trajectoire, on a R égale à 50 mètres. Donc je dois avoir une trajectoire, donc 1 cm pour 10 mètres, soit un rayon de 5 cm. Donc je fais un cercle de rayon égal à 5 cm. Donc je veux avoir plus d'espace. Donc ici, je prends un peu plus d'espace. OK. Et je fais un cercle. Donc moi, je suis au tableau. Donc, je ne peux pas
avoir, donc je vais essayer de me rapprocher du cercle. Donc c'est un tableau blanc, je ne peux pas utiliser d'outils adéquats. Ok, j'ai pas d'outils adéquats, l'essentiel. Voilà. Donc, ça représente l'axe 10x. Celui-là à la perpendiculaire, l'axe 10y. Et donc, pi sur 4, donc à t égale à 5 secondes, il est sur le cercle et il a un θ égal à pi sur 4. Donc le mobile est ici, à t égale à 5. Une fois que je positionne le mobile, je dois faire les vecteurs unitaires. Le vecteur unitaire, donc ça c'est UR, et Uθ est forcément perpendiculaire, soit tangentiel. Uθ. Okay. Et suivant UR, j'ai 0. Par contre, suivant Uθ, j'ai 5π. 5π que je divise par 2π pour avoir l'échelle. Donc 5π que je divise par 2π et j'aurai 2,5 cm. Donc je vais faire 2,5 cm. Je répète que pour des raisons de commodité, mon échelle que j'utilise sur le tableau est la double de ce que vous devez utiliser sur le papier. Donc pour vous, vous avez besoin de 2,5 cm pour représenter la vitesse V qui est égale à Vθ et qui est tangentielle à t égale à 5. Deuxième partie, je vais la mettre juste en face à t égale à 10 secondes. À t égale à 10 secondes, donc R de t, c'est toujours le rayon du cercle, et θ de t égale 10 au carré, ça me donne 100. 100 sur 100, ça se simplifie, donc θ égale à pi. Donc déjà, la position du mobile est ici. Donc ici, θ égale à pi, ici θ égale à pi sur 4. D'accord? Donc le mobile à t égale à 10 secondes, il est là. Très bien. Si vitesse VR toujours, elle ne peut être que nulle, et Vθ, elle est égale à 10 fois pi, ce qui correspond, donc 10 fois pi que je divise par 2 pi l'échelle, donc 5 cm. Très bien. Je représente sur le schéma je représente Vθ et Uθ, UR, pardon. Et je dois avoir 0 suivant UR, mais forcément 5 cm sur Uθ. Ça, c'est la vitesse. Donc 5 cm ici et 2 cm ici par rapport à ce qu'on a. Et un cercle de rayon égale à 5 cm. Très bien. Passons à la deuxième partie, à la deuxième question. Donc en deuxième question, passons à la deuxième question. Donc à la deuxième question, on nous informe que, ou plutôt on nous demande de déterminer les composantes tangentielles et la normale de l'accélération pour le mobile. Donc, la composante. Alors, souvenez-vous, en cours, nous avons fait la correspondance entre les coordonnées polaires et les coordonnées intrinsèques.
et nous avons dit que le vecteur unitaire UR étant en opposé, c'est-à-dire que, alors, souvenez-vous que dans la nous avons dit que l'accélération tangentielle, elle est égale à l'accélération transversale, à θ, et que l'accélération normale était égale, en vecteur bien sûr, était égale à moins l'accélération radiale. Donc, qu'est-ce qui serait approprié? C'est, bon, il y a deux façons de le faire. Soit de calculer directement l'accélération normale et tangentielle à partir des vitesses, soit de calculer les accélérations transversales et les accélérations radiales pour en déduire. Donc, moi, ce que je vous conseille, si il y avait une question au préalable qui nous demandait de calculer l'accélération à θ et à r, puis d'en déduire l'accélération tangentielle et normale, il aurait été facile de basculer. Maintenant, puisqu'on nous demande d'emblée, sans passer par les accélérations à θ et à r, de calculer l'accélération tangentielle et normale, on peut y accéder directement à partir de la vitesse. Du moment que l'accélération tangentielle, c'est la dérivée de la valeur de la vitesse, donc du module de la vitesse par rapport au temps. Donc, ce qu'il nous faut, c'est de calculer le module de la vitesse, qui est égal à racine carrée de VR au carré plus Vθ au carré. Et d'en dériver l'expression. Donc ici c'est égal à racine carrée de 0 au carré plus pi fois t au carré, et du coup le module de la vitesse c'est égal à pi fois t tout court, puisque VR étant nul. Donc, l'accélération tangentielle, elle serait la dérivée du module de la vitesse par rapport au temps, et c'est égal à pi. Donc, on calcule directement, c'est égal à pi. L'accélération normale, elle est égale à la vitesse au carré divisé par le rayon. Nous avons toutes les informations nécessaires, donc c'est égal au module de la vitesse au carré, donc pi au carré t au carré, qu'on divise par r. Donc voici l'expression de l'accélération tangentielle. Donc AT est égal à pi et AN c'est égal à pi au carré sur 50 fois t au carré. En B, on nous demande de représenter sur la trajectoire des vecteurs, le vecteur accélération aux instants t égale à 5 et t égale à 10. Donc, il nous suffit de remplacer les valeurs du temps pour obtenir les accélérations pour chaque instant et de les représenter conformément à l'échelle qui est demandée. Donc, l'échelle qui est demandée, 1 cm pour 4 mètres par seconde au carré. 1 cm pour 4 mètres par seconde au carré. Très bien. Alors, AT étant égal à pi, donc 3 virgules, pour une échelle de 4 cm, j'aurai 0,9, à peu près 0,9 cm. Donc, je divise par l'échelle, 0,9 cm, l'accélération tangentielle. Donc, à peu près, ça en fait ça. AT égale à 5.
De toute façon, elle est constante, donc c'est la même représentation. AT égale à 5 et AT égale, ça c'est AT. Et AN, donc je remplace 5 au carré, ça donne 25. 25 avec 50, ça donne pi au carré sur 2. Pi au carré, c'est à peu près 10. 10 sur 2, ça donne 5. Avec une échelle de 1 cm pour 5 mètres pour 4 mètres au carré, ça donne un peu plus que 1. Donc en AN, j'ai un peu plus que 1, 1,1. Vous le calculez numériquement. Ça, c'est AN. Et du coup, je fais la résultante et j'obtiens l'accélération. Ça, c'est AN aux environs de 1,1 cm. AT, à peu près 0,9 cm. Et vous avez l'accélération totale qui est le résultat, la résultante des deux accélérations normales et tangentielles. La même chose pour ce qui est AT égale à 10. Donc 10 au carré, ça donne 100. 100 qu'on divise par 50, ça donne 2. 2 fois pi au carré, ça donne à peu près 20. Alors 20 qu'on divise par 4, ça donne 5 cm. Donc l'accélération normale ici, elle est assez importante. Donc ça c'est AN. Ok, ça c'est AT. Je vais mettre ici Vθ ou Uθ. Donc AT. Et donc la résultante va me donner l'accélération A. L'accélération A. En deuxième partie, donc en 2, on nous informe qu'AT égale à 10 secondes, c'est-à-dire de cette position, elle quitte la piste circulaire et continue en chemin droit. Entre les instants 10 et 15 secondes, elle garde une vitesse constante et cette vitesse, elle vaut 10 fois pi. Donc, entre t égale à 10 secondes et t, donc t appartient 10 à 15 secondes, vitesse est égale à 10 fois pi. Mètres par seconde, bien sûr. C'est une vitesse constante. Puis elle freine entre 15 et donc entre vitesse constante, donc entre t appartient à l'intervalle 15 et 20, nous avons un freinage jusqu'à l'arrêt de manière uniforme. Très bien. Première question et première partie de la question, quelle est la distance parcourue par la voiture entre 0 et 20 secondes? Quelle est donc quelle est la distance qui est parcourue déjà? Donc déjà, il faut partager l'intervalle entre 0 et 10. T appartient 0 et 10. Le mobile a fait un demi-cercle. Il a fait un demi-cercle. Donc, s'il a fait un demi-cercle, donc la distance, donc il faut la partager. Distance 1, elle est égale à R fois pi. Donc, c'est égal à 50 pi. Première distance. Puis, t appartient à l'intervalle 10 à 15. Alors, entre 10 et 15, il est au mouvement uniforme. Du coup, la distance qui est parcourue, je la calcule directement, c'est V
fois t, c'est un déplacement uniforme, donc je peux me permettre de faire ça avec vitesse constante, donc c'est égal 10 fois pi fois 5 secondes, bon, delta t bien sûr, v fois delta t, puisque la vitesse elle est uniforme, donc la distance parcourue divisée par l'intervalle de temps me donne la vitesse. Donc 10 fois p fois l'intervalle de temps qui est 5 secondes, j'obtiens une distance de 50 pi à nouveau. Très bien, distance 2, pardon. Et puis la dernière phase, entre 15 et 20 secondes, je peux me permettre d'écrire la relation, puisque on nous informe qu'elle freine de manière uniforme, donc l'accélération reste constante. Et donc, je peux déterminer déjà, je dois déterminer déjà l'accélération, donc puisque l'accélération est constante, donc A est égal à delta V sur delta t, puisque A est constant, donc c'est égal. La vitesse était de 10 fois pi, donc 10 fois pi, vitesse finale 10 fois pi, vitesse initiale 0 que je divise par l'instant final 20 moins l'instant initial 15, donc ça me donne une accélération de moins 10 pi sur 5 et j'obtiens moins 2 pi mètres par seconde au carré. Ça, c'est l'accélération de freinage. Ça, c'est l'accélération qui a permis au mobile de freiner. Donc, si je trace le diagramme ou si je peux calculer donc la distance, donc la vitesse v serait, donc j'ai différents moyens de le faire. Je peux le faire directement graphiquement, c'est beaucoup plus simple. Donc, je pars directement de l'instant parce que ça m'intéresse l'instant qui m'intéresse entre 15 et 20. Entre 15, l'accélération, la vitesse, diagramme de vitesse, la vitesse était de 10 pi. À 20, la vitesse était nulle. C'est une accélération uniforme. Ça donne une variation de cette forme-là. La distance parcourue représente l'air sous ce triangle. Je préfère utiliser la méthode graphique, c'est plus pratique. Donc l'air me donne donc la moitié, donc la distance 3, la moitié de 20 moins 5, donc 5 fois la hauteur 10 pi. Et j'obtiens la distance 25 pi, distance 3. Du coup, la distance totale qui a été parcourue, c'est égal à distance 1 plus distance 2 plus distance 3. Et j'obtiens 50 pi plus 50 pi plus 25 pi. Et au total, j'aurai 125 pi comme distance parcourue. B, donc je vais effacer une partie ici. Alors, B, quelle est la distance tracer le graphe de la vitesse? Oui, voilà. J'ai sauté cette étape. Donc, pour tracer le graphe, pardon, j'ai commencé à calculer la distance avant de tracer le graphe. Or que, normalement, je résous l'exercice en passant. J'ai pas vu que la question, j'ai inversé les questions. Pas de problème. Donc, A, si on trace la variation de la vitesse en fonction du temps, donc qu'est-ce qu'on a? On a une partie, la vitesse, elle était égale, donc j'ai pas noté la vitesse, c'était égal à Vθ, qui était égal à pi fois t, d'accord? Donc
À t égale à 0, ça donne 0. Donc ça fait ça. Jusqu'à 10 secondes. Et puis, c'est resté constant jusqu'à 15 secondes. Et puis, ça freine jusqu'à 20 secondes. Voici l'allure du diagramme des vitesses. Donc, on était censé commencer par ça. Et puis, passer à la deuxième question B. Alors, au moins, vous allez avoir deux façons de le faire. Ici, il y a une partie analytique et la dernière question, je l'ai fait graphiquement pour ne pas perdre du temps. Mais en fait, en passant par le schéma graphique, c'est beaucoup plus rapide qu'ici. Donc, si je reprends les mêmes questions, mais à partir du tracé de V en fonction de T, la distance parcourue représente l'air sous cette courbe. Et donc, ça, si je le découpe D1, D2, D3, D1, c'est l'air sous le triangle. Donc, je le calcule. Diff fois, ici c'était pi fois 10pi, voilà. Donc, 10 fois 10 divisé par 200 pi, ça donne 50 pi en D1. D2, c'est un carré, donc je le calcule 5 fois 10 pi, ça donne 50 pi. Et puis D3, nous l'avons déjà calculé, c'est égal à 25 pi. Et on retrouve le même résultat, la somme, la distance totale, 125 pi. Donc par inattention, j'ai résolu l'exercice en inversant les deux, mais ça va permettre de vous donner une autre façon de calculer distance, voilà, analytiquement, directement, et on trouve le même. Ici, j'ai calculé analytiquement pour les deux phases premières. La troisième phase, j'ai basculé la méthode graphique, puis je me suis rendu compte qu'en fait, ils nous ont demandé dans la deuxième question de faire une représentation graphique de V. Donc le tracé de V sur T va me simplifier grandement et va m'accélérer un peu le travail, puisque ça représente l'air sous la courbe de V directement, puisque V elle est tout le temps positif. Et donc, première distance 50 pi, deuxième distance 50 pi, troisième distance 25 pi, le total 125 pi comme distance. Donc, en deuxième question de la deuxième partie, on nous demande de représenter qualitativement les forces qui s'exercent sur la voiture durant la phase de freinage. Donc, qualitativement, j'ai la voiture que je vais la représenter de manière réelle, mais en fait, on va la considérer comme un point matériel. Donc, je vais appliquer les forces sur la voiture comme étant un point matériel. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Une force de freinage, ce qui correspond à une force de contact qui est dans le sens contraire de la tentative de glissement. Ici, c'est l'avant de la voiture, donc force de contact qui est
contre le glissement, et donc la voiture est en train et risque de glisser vers ce côté-là. Lorsqu'on freine, donc il y a le côté de l'avant de la voiture, et puis nous avons le poids de la voiture, bien sûr, qui est appliqué au centre de gravité. Donc les forces de contact sont appliquées. En réalité, donc je vais les appliquer lorsque la voiture elle freine avec les 4 roues, mais le freinage des roues avant est plus intense que le freinage des roues arrière. La résultante des forces de contact entre avant et arrière me donne une force de contact qui est comme ça. Donc au lieu de représenter chacune dans les points appliqués, je les représente tous au même point. Donc ça, c'est pour la représentation qualitative de la force de contact C. En B, on nous demande de déterminer le coefficient de frottement qui s'applique entre les roues et la voiture au sol, sachant que la masse de la voiture est de 1000 kg. Donc, nous avons calculé l'accélération. Alors, on a trouvé l'accélération combien? Je n'ai pas noté. Donc, on a une accélération de freinage qui est égale à moins, je pense, 10 sur 2, pi sur 2, donc 10 sur 5, donc pi sur 2 mètres par seconde au carré. Je ne me souviens plus. Et on va appliquer somme des forces est égale à masse fois l'accélération. Donc, on aura moins C parallèle égale à la masse fois l'accélération. Et C perpendiculaire est égal à la masse fois la gravité. Donc ici, projection sur l'axe X, projection sur l'axe Y. Ça y est, on est rodé. On a deux forces ici, donc ça implique que P plus C est égal à MA, qu'il faut faire projeter sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Et du coup, on sait que mu C parallèle sur C perpendiculaire est égal à un coefficient de frottement. On va identifier c'est quoi, on va en parler. Ce qui implique que C parallèle est égal à C perpendiculaire fois le coefficient de frottement. Donc C parallèle est égal à C perpendiculaire. Voilà, C parallèle sur C perpendiculaire, pardon. Donc, ce qui implique que le coefficient de frottement recherché est égal à moins MA sur MG, M simplifié avec M, l'accélération étant égale moins pi sur 2, donc avec le moins ça donne pi sur 2 sur 10. Donc pi sur 2 ça donne 1,6 à peu près, 1,5. 1,5 divisé par 10, 1,5 divisé par 10, je pense, est égal à 0,15 100 unités. Donc, le coefficient de frottement recherché est égal à 0,15. Maintenant, la question qu'il pose, est-ce qu'il s'agit d'un frottement statique ou dynamique? Là, on ne peut pas trancher sans qu'il nous apporte plus de renseignements. Est-ce que c'est un freinage avec blocage des roues? Alors, si c'est le cas, si c'est un freinage avec blocage des roues, le coefficient de frottement mu, c'est un coefficient de frottement de glissement. Par contre, si c'est un freinage à la limite du blocage des roues, c'est ce qu'on appelle avec les systèmes ABS qui maintiennent les roues en contact, dans ce cas-là, c'est un coefficient de frottement statique. Donc, je répète, ici, on ne peut pas, on a besoin d'une information supplémentaire. Est-ce que ce freinage est un freinage avec blocage des roues ou c'est un freinage à la limite du glissement, à la limite du blocage des roues? Si c'est un freinage avec un blocage total des roues, donc c'est un coefficient de frottement dynamique. Donc, coefficient de frottement de glissement.
Mais si c'est un freinage, donc si c'est un freinage sans blocage des roues, donc à la limite du glissement, c'est le freinage idéal. Et là, c'est un coefficient de frottement statique. Statique parce que les roues restent collées à la chaussée et donc ne glissent pas. Et donc, on est à la limite du glissement. Donc, c'est un coefficient de frottement statique. Donc, clairement, pour cette question, statique ou dynamique, il nous faut une information sur le freinage de la voiture. Est-ce que c'est effectué avec blocage complet des roues ou sans blocage à la limite du glissement? Sur ce se termine cet exercice. Je vous remercie.